Partie de campagne, c'est un projet de court-métrage dès le début, mais il va prendre de l'ampleur au cours de l'écriture. Il a un statut particulier dans la filmographie de Jean Renoir, puisque il est considéré longtemps comme inachevé. Il faut s'expliquer sur inachevé. Comment ça se fait que Jean Renoir, qui ensuite a fait beaucoup d'autres films, qui est à sa période la plus créatrice, laisse en plan, d'une certaine façon, une partie de campagne. À l'été 1936, le tournage déjà se passe pas très bien du point de vue des aléas de la production, puisqu'il pleut beaucoup au bord du Loing, donc tout ne peut pas être tourné. Et le temps presse, puisque Jean Renoir doit aller signer le contrat de son film suivant, Les Bas-fonds. Donc il abandonne ce tournage pas fini, et c'est très frustrant, y compris et surtout pour le producteur, Pierre Braunberger, qui a investi beaucoup et avec beaucoup d'efforts, et qui doit bien se résoudre au fait que le film est inachevé. Mais même si Renoir est parti s'installer en Amérique à la fin de 1940, et puis il va y rester toute la guerre, Pierre Braunberger se dit « mais en fait, je peux achever ce film, il ne manque pas grand-chose, il ne manquerait que 2 cartons et puis quelques plans ». Et donc il va faire réécrire un scénario de complément à Jacques Prévert, mais tout cela en l'absence de Jean Renoir, qui va finir par le lire beaucoup plus tard, et qui finalement trouve que ça dénaturerait le projet. Donc finalement, le film va être achevé, mais avec la monteuse de Jean Renoir, Marguerite Houlet, dite Marguerite Renoir, qui joue aussi dans le film, puisqu'elle joue le rôle de la servante de l'aubergiste, interprétée par Jean Renoir lui-même. Alors je le donne au chat. Donnez-le aux Parisiens, ils seront ravis. Ah, bah ça c'est une idée. Je vous remercie bien, monsieur Henri. Alors, monsieur Poulain, le client vous attend? Bon. Soyez sérieux. Bon. Jean Renoir tourne avec un petit groupe d'amis et de jeunes gens qui sont plus jeunes que lui. Il y a des gens ensuite qui sont devenus très célèbres, d'abord comme 3e assistant Luchino Visconti. Il y a aussi Henri Cartier-Bresson qui joue un rôle d'assistant important aussi sur le tournage. Et puis avec lui, son chef opérateur, son jeune neveu, Claude Renoir, qui est un opérateur très important dans toute la filmographie des années 30 de Jean Renoir, et qui est très athlétique. Et pour la scène de l'escarpolette, de la balançoire, il a inventé un système très ingénieux pour s'arrimer à la balançoire d'Henriette et obtenir des plans qui sont à la fois en mouvement et à la fois fixes, et qui participent de la mise en scène assez sidérante de ce film. Mais oui, Anatole, mais oui. C'est tellement je me déboutonne, moi. Tiens, allons-y, mon vieux Anatole. Voilà. Au fond, Jean Renoir, comme son jeune producteur Pierre Braunberger, fait ce film pour Sylvia Bataille, qui a un rôle quasiment de co-autrice par certains aspects du film Partie de campagne. Ce qui intéresse Jean Renoir, c'est ce premier amour d'Henriette et Henri. La scène qui va être la plus importante sans doute, c'est la scène du cabinet particulier, ce petit endroit reculé sur l'île sous les arbres qui est séparé du reste du monde par une branche cassée, qui fait comme un petit médaillon qui encadre les visages. Jean Renoir, évidemment, se projette d'une certaine façon, on pourrait dire, dans l'amoureux, et il se passe quelque chose de l'ordre du triangle entre les 2 acteurs et le cinéaste. Tout dans ce qui a été gardé par Jean Renoir concourt à établir un lien direct entre Sylvia Bataille et Renoir qui la filme. Cette scène est aussi très intéressante du point de vue de la mise en scène, parce que Jean Renoir va décider de garder un flou à la fin de la scène d'amour. Ce n'est pas une maladresse de l'opérateur, c'est au contraire quelque chose qui exprime une forme de trouble, de mélancolie, de sentiments qu'on ne peut justement pas limiter à une émotion. Le plan se termine sur juste l'éclat de l'œil de l'actrice, alors que le reste de son visage et de son corps sont flous. C'est Renoir qui, alors qu'il avait la grippe, a relu les nouvelles de Guy de Maupassant, et qui a eu cette idée de faire le film à partir d'une partie de campagne, la nouvelle de 1881, mais ça n'est pas du tout une adaptation au sens un peu scolaire et trop fidèle. Il part de la satire sociale que fait Maupassant, de cette famille de commerçants parisiens de la rue des Martyrs, cette satire assez cruelle de Maupassant. Renoir la garde, la conserve, mais il va déplacer sa cruauté sur, finalement,
la relation amoureuse elle-même et la cruauté qu'il y a dans une forme d'incompréhension entre les sexes, ce qu'on pourrait dire d'asynchronie amoureuse, hein, le fait qu'on n'est pas toujours au même tempo, au même rythme de l'amour l'un l'autre. C'est très important que certains des personnages se mettent à regarder Henriette et que c'est un spectacle. Les deux canotiers sont en train de déjeuner à l'auberge du père Poulain et ouvrent la fenêtre pour mieux voir Henriette et sa mère qui font de la balançoire. Et c'est ça qui lance cette intrigue amoureuse sous le signe de la prédation, sous le signe de cette cruauté-là qu'il peut y avoir à considérer l'objet amoureux comme une proie. Le fait que Partie de campagne se focalise autour du regard des hommes sur les femmes et du fait que ces deux dragueurs vont entraîner la mère et la fille chacun dans un sous-bois, ça a pu amener à recevoir Partie de campagne comme un film assez ambivalent sur le consentement ou non de la jeune fille. Hein. On voit bien que c'est son premier rapport amoureux et même rapport sexuel, puisque dans le film, on a l'impression qu'il y a une ellipse, mais qu'il y a bien une étreinte, il y a bien un acte amoureux. Donc aujourd'hui, quand on regarde Partie de campagne, le regard détourné d'Henriette, ce regard caméra qui semble empli de trouble, peut-être de désespoir, d'une émotion qu'on ne peut pas tout à fait définir, il a pu être vu comme le regard de quelqu'un qui se résigne à être un pur objet pour l'autre. En réalité, tout le film montre que la jeune fille est animée elle-même par un désir, qu'elle n'identifie pas, mais surtout, elle sait très bien qu'elle est avec son fiancé qui va bientôt être son mari, et que ce type est vraiment quelqu'un de pas possible et d'absolument non désirable. Donc le film montre surtout une première fois du désir, qui est peut-être une dernière, et c'est ça qui est vraiment tragique. Après, est-ce que Henriette consent dans le déroulement de ce qu'on voit à l'écran? Elle refuse d'abord les caresses, les baisers, les gestes directement sexuels d'Henri, et puis il y a un moment où on voit que c'est elle qui embrasse, et la musique marque ce changement, ce volte-face d'une certaine façon, et le regard caméra reste un trouble, un flou littéralement, et il est impossible de savoir ce qu'elle a véritablement décidé à ce moment-là. Quand on voit Partie de campagne, on pense forcément à l'impressionnisme en peinture pour plein de raisons. D'abord, la nouvelle date de l'époque même des impressionnistes, donc même les costumes font penser à ce qu'on voit dans les tableaux impressionnistes. De Pierre-Auguste Renoir, il a notamment peint un tableau qui s'appelle La Balançoire. On est dans un environnement impressionniste, on a les bords de la rivière, les canotiers, mais pour Jean Renoir, il s'agit d'abord de faire du cinéma, et donc de penser que le cinéma est d'abord l'art du mouvement. C'est très important pour Renoir que l'eau soit en fait toujours un vecteur de mouvement. Il théorise l'expérience du spectateur de cinéma en employant une métaphore aquatique. Il dit que en fait, voir un film, c'est comme être allongé au fond d'une barque et voir les feuillages au-dessus d'une rivière quand on défile au fil de l'eau. Donc cette idée du cinéma comme étant un médium qui se déroule et qui glisse, on la retrouve dans Partie de campagne, puisque la mère et la fille montent chacune dans une barque et elles vont s'abandonner à cet éveil, à cet émoi amoureux. Donc le film a presque 100 ans et en réalité, on voit que par sa mise en scène, Renoir aborde des questions qui sont encore des questions tout à fait actuelles. Celle du consentement, celle du rapport entre les sexes, celle du malentendu peut-être même dans l'amour. Il le fait surtout avec un sens moderne du non-sentimentalisme. C'est quelqu'un qui filme des émotions, des sentiments. Il arrive à émouvoir, mais jamais dans le sentimentalisme.